Bonjour, je suis le docteur Anne-Sophie Gilbert, je suis praticienne hospitalier dans le service de réanimation pédiatrique à l'hôpital de Strasbourg. Le plan que nous allons suivre, d'abord des définitions par rapport aux termes que nous allons utiliser, ensuite un petit point d'épidémiologie ainsi que sur les mécanismes pathogènes. S'en suivront une description des signes cliniques des méningites et des encéphalites. Enfin, l'intérêt de la ponction lombaire avant de détailler plus précisément les différents types de méningites. Nous terminerons par un mot sur les prophylaxies primaires et secondaires de chacune. Pour commencer, voici quelques définitions. On parle d'encéphale ou de cerveau. Il se situe dans la boîte crânienne, est composé du parenchyme cérébral et est entouré des méninges qui sont donc ces membranes qui recouvrent le cerveau et qui descendent jusque dans la moelle épinière. Les méninges sont composés de 3 couches. D'abord la dure mère, qui elle-même est divisée en 2 couches, puis l'arachnoïde, où se situent les vaisseaux sanguins, et enfin la pimère, qui est directement au contact de l'encéphale. En médecine, on utilise le suffixe "-ite" pour signifier l'inflammation. L'inflammation, ou le processus inflammatoire, c'est une réaction de défense immunitaire vis-à-vis d'une agression quelconque. Toute inflammation n'est pas une infection. À l'inverse, toute infection génère une inflammation. C'est pour ça qu'on parle de méningite. Il s'agit d'une inflammation des méninges qui provoque un syndrome méningé, le plus souvent d'origine infectieuse. Alors que l'encéphalite est une inflammation de l'encéphale ou du cerveau qui provoque des troubles du comportement et des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête, et qui a de nombreuses causes qui peuvent être non infectieuses. Sur le plan épidémiologique, l'incidence des méningites bactériennes en France en 2006 est d'environ 2,23 pour 100 000 habitants, tout âge et toutes bactéries confondues. Il faut savoir que 20% de la population française est porteuse de méningocoque au niveau du pharynx. Le méningocoque est une bactérie qui provoque les méningites bactériennes. L'incidence chez le nourrisson et le petit enfant est très importante. Elle est de 7 pour 100 000 chez le moins de 5 ans et elle atteint même 44 pour 100 000 chez le moins de 1 an. 2 tiers des méningites bactériennes touchent l'enfant de moins de 5 ans. Les méningites virales sont les plus fréquentes. On les retrouve dans 70 à 80% des cas de méningite et la guérison est souvent spontanée en 3 à 8 jours. Les méningites bactériennes sont les plus graves, elles sont spontanément mortelles, 10 à 20% selon l'âge, et nous retrouvons des séquelles dans 25% des cas, notamment en cas de pneumocoque. Nous y reviendrons plus tard. Pour continuer un petit peu sur l'épidémiologie, on voit aussi que les germes varient en fonction de l'âge. Par exemple, le méningocoque que vous voyez ici a 2 pics de prévalence au moment de la petite enfance, donc les moins d'1 an, et après à nouveau au moment de l'âge adulte. Sur le schéma d'à côté, de droite, vous voyez la distribution des germes en fonction de l'âge, avec effectivement pour le nouveau-né le streptocoque B agalactiae, donc de l'infection materno-fétale qui diminue au cours des mois pour disparaître après l'âge de 1 an. Et à l'inverse, vous avez par exemple le pneumocoque qui est très rare au moment de la naissance et qui a une prépondérance plus importante au fur et à mesure de la croissance de l'enfant. Alors, quels sont les mécanismes pathogènes qui vont entraîner une méningite bactérienne? Donc, on va avoir déjà la voie hématogène, qui est la voie typique et préférentielle de l'infection pour les méningocoques. Parfois, on peut retrouver dans les cas de pneumocoque ou d'endocardite. Qu'est-ce que la voie hématogène? C'est-à-dire que les bactéries vont passer dans le sang et vont aller se fixer dans les méninges ou dans l'encéphale et provoquer la méningite ou l'encéphalite. Et parfois les deux. On peut avoir une propagation par contiguïté à partir d'un foyer ORL, ça c'est typique des pneumocoques. Par exemple, on va avoir une otite moyenne aiguë mal soignée ou alors une angine ou un phlegmon amygdalien. Et donc on va avoir par contiguïté directe au niveau du cerveau une méningite purulente qui va apparaître. Parfois on peut aussi avoir une réaction de voisinage qui va plutôt être une méningite aseptique dans ce cas-là. Et la troisième voie de propagation, c'est la propagation par une brèche de la dure mère directement, donc de la méninge qui est la plus externe. Par exemple, dans les méningites post-traumatiques, alors soit accidentelles, soit post-traumatiques neurochirurgicales.
Le diagnostic clinique du syndrome méningé est basé sur plusieurs signes fonctionnels d'abord. Souvent, ce sont des patients qui représentent une vraie altération de l'état général, avec une fièvre élevée en plateau qui cède difficilement aux antipyrétiques. Et ce qui est très important, c'est qu'ils présentent des céphalées, donc des maux de tête très intenses, violents, continus, et qui sont aggravés par la mobilisation, le bruit et la lumière, ce qu'on appelle la phono- et photophobie. Ils présentent également une hyperesthésie cutanée et ont des épisodes de vomissement en jet qui sont provoqués par les changements de position. À l'examen clinique, on va rechercher une raideur méningée. Alors comment va-t-on faire ça? Donc on va allonger le patient sur le dos, hein, comme vous avez ici, et puis on va essayer de mobiliser la nuque de manière passive dans le plan du lit. Si on obtient une douleur ou une rigidité de la nuque dans les mouvements de droite et de gauche, on peut dire qu'on a une raideur méningée. On peut également réaliser la technique de Brodzinski, où on va essayer de pencher, d'antéfléchir la tête sur le tronc. Et si cela déclenche une douleur dans les genoux ou dans la nuque, on peut aussi parler de raideur méningée. Pour terminer, vous avez la technique de Kernig, qui est le signe de Kernig. Le patient est allongé sur le dos et vous allez déclencher une douleur à l'élévation de la jambe vers le ciel. On va également chercher lors de notre examen clinique des signes de localisation neurologique. Les signes de localisation, qu'est-ce que c'est? C'est éventuellement un déficit moteur, un déficit des paresthésies, hein, des picotements, des fourmillements dans les membres. Ça peut être une cécité, ça peut être tout ce qui est atteinte neurologique autre. On peut également avoir des signes d'hypertension intracrânienne avec des céphalées, une hypertension artérielle, éventuellement une bradycardie. On va rechercher également des signes de dissociation automatico-volontaire, c'est-à-dire qu'on a plutôt dans les encéphalites herpétiques, les méningoencéphalites herpétiques. Alors qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est des patients qui ne vont pas pouvoir réaliser un ordre simple à la demande, mais qui par contre vont faire cet ordre de manière automatique. Par exemple, vous demandez au patient de vous parler, de vous dire son nom, il va présenter une espèce d'aphasie, et par contre quand vous allez le piquer ou que vous allez lui faire un soin éventuellement douloureux, il va se mettre à crier. C'est pas de la mauvaise volonté de la part du patient, c'est qu'il y a vraiment une dissociation entre ce qu'il peut faire et ce qu'il réussit à faire en réflexe ou volontairement. On va également évaluer l'hémodynamique de notre patient, puisque les méningites peuvent être associées parfois à des troubles de l'hémodynamique et à des chocs septiques. On va également rechercher la présence d'un purpura. Qu'est-ce qu'un purpura? C'est une tache, la plupart rouge, ou alors échymotique ou nécrotique, comme vous avez sur les schémas à côté. Mais surtout, le plus important, c'est que ça ne s'efface pas à la vitropression. La vitropression, c'est quoi? C'est quand on applique un verre sur cette tache, comme vous avez représenté sur le premier schéma, on voit que la tache persiste sous la pression. Si elle disparaît à la pression, ce n'est pas un purpura. En termes d'examen clinique pour l'encéphalite, on va rechercher des signes d'irritation du système nerveux central, c'est-à-dire des troubles de la conscience ou du comportement, des convulsions éventuellement, hein, des signes d'épilepsie, des signes de focalisation, c'est-à-dire un déficit hémicorporel, gauche ou droit, ou seulement du membre supérieur droit, ou seulement du membre inférieur gauche, par exemple, et des troubles neurovégétatifs avec des patients qui vont avoir un pouls irrégulier, qui vont avoir des variations importantes de la tension artérielle. Attention, parce que si elle est isolée, il y a beaucoup de diagnostics différentiels dont il faudra tenir compte. Et le diagnostic d'encéphalite est vraiment très compliqué à faire. Concernant les particularités cliniques chez le petit enfant, le moins de 2 ans, évidemment, le diagnostic est plus difficile à faire puisqu'il ne va pas pouvoir se plaindre et montrer là où il a mal. C'est les patients qui vont présenter des troubles du comportement. C'est souvent ça qui est au premier plan. Les parents les amènent parce qu'ils les trouvent irritables, agités, ils gênent beaucoup, ou alors à l'inverse, ils sont plutôt apathiques et dans le coma. La plupart du temps, c'est des patients qui refusent complètement de s'alimenter depuis plusieurs jours et qui peuvent éventuellement présenter des vomissements. Cliniquement, on va retrouver un bombement de la fontanelle antérieure en dehors des pleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bombement?
La fontanelle antérieure, normalement, se situe sur le sommet du crâne et normalement la peau de la fontanelle antérieure est normotendue quand elle est au même niveau que les os. Et dès qu'elle va être bombée, on sent vraiment une voussure de cette peau au-dessus du niveau de l'os qui va signer le bombement de la fontanelle antérieure. Alors évidemment, quand un enfant va pleurer très fort pour une raison ou une autre, il peut présenter un bombement de cette fontanelle antérieure. Mais si elle reste bombée en dehors des épisodes de pleurs, ça signe une atteinte méningée. Chez l'enfant, il faut également tenir compte des particularités physiologiques, notamment des paramètres hémodynamiques qui sont évidemment différents de ceux de l'adulte. Alors, pour terminer le diagnostic, on va devoir réaliser une ponction lombaire. La ponction lombaire permet de recueillir du liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien ou cérébrospinal, c'est le liquide qui circule dans les méninges, autour du cerveau et de la moelle épinière. Alors évidemment, c'est plus simple d'aller piquer au niveau lombaire parce qu'il y a moins de risques de léser la moelle ou de toucher le cerveau. C'est pour ça qu'on la réalise au niveau lombaire. On se place au-dessus des épines iliaques antérieures, à peu près au niveau de L4. Et donc, on va aller piquer entre les deux vertèbres afin d'obtenir du liquide cérébrospinal et de pouvoir faire une analyse précise de ce liquide. On peut le faire sous méopa, sous Antonox, Calinox, ça dépend comment ça s'appelle, mais sauf s'il y a des signes d'hypertension intracrânienne, parce que ça aggrave l'hypertension intracrânienne. On va retirer 10 gouttes par tube pour faire l'analyse, et en général, on le verra en biochimie, en bactériologie et en virologie. Alors, quand ne pas faire la PL? Quand il y a vraiment des signes importants d'hypertension intracrânienne ou un coma, ou alors des signes de localisation neurologique. Dans ces cas-là, il faut d'abord passer par une imagerie cérébrale afin d'avoir un diagnostic différentiel et de voir s'il n'y a pas de risque d'engagement au fait de faire la PL. Parce qu'évidemment, si vous enlevez de la pression et du liquide dans la tête, alors qu'il y a des signes d'hypertension intracrânienne, vous pouvez créer un engagement du cerveau par le foramen magnum. On ne fait pas non plus la PL quand il y a des anomalies sévères de l'hémostase, type sepsis ou purpura. Qu'est-ce qu'on recherche dans la PL? Donc sur la biochimie, on va rechercher une hyperprotéinorachie avec une glycorachie qui va être à peu près qui va être inférieure aux 2/3 de la glycémie. Donc il faut penser à faire une glycémie en même temps, une glycémie capillaire ou veineuse. Les bactéries vont consommer le sucre qui se retrouve dans le liquide cérébrospinal et donc c'est pour ça qu'il va y avoir une hypoglycémie relative, une hypoglycorachie relative. Au niveau de la cytologie, on va retrouver une hypercellularité, qu'on a une norme normalement inférieure à 10 cellules par millimètre cube et dans les cas de méningite, on va avoir une hypercellularité. On va regarder aussi un examen direct, ce qu'on retrouve, c'est-à-dire que le bactériologiste va examiner au microscope le prélèvement et regarder s'il voit des coccygrammes négatifs dans des méningocoques, des coccygrammes positifs, les pneumocoques s'ils sont en chaînette ou les staphylocoques s'ils sont en amas, mais les staphylocoques sont vraiment rares dans les cas de méningite. Les bacilles-grammes positifs comme la Listeria ou les bacilles-grammes négatifs comme l'Haemophilus ou les Escherichia coli. On va également envoyer un tube donc en virologie pour faire de la PCR de l'herpès simplex virus qui crée donc qui est pourvoyeur d'encéphalite herpétique gravissime. Et on va aussi rechercher la PCR entérovirus qui est un autre virus, cette fois-ci beaucoup moins grave, mais qui crée aussi des tableaux d'encéphalite. Au cours de la ponction lombaire, on peut également réaliser les diagnostics différentiels des méningites. Par exemple, le diagnostic d'hémorragie méningée, lorsque nous allons extérioriser du sang au niveau du liquide cérébrospinal au moment de la ponction lombaire, avec un saignement qui ne se tarit pas et qui signe cette hémorragie méningée. On peut aussi avoir un liquide cérébrospinal qui est strictement normal. Et dans ce cas-là, on va parler de méningisme, c'est-à-dire qu'on va avoir des signes de méningite, mais qui ne sont pas corrélés à une méningite. Et donc, on peut avoir ça dans certaines pathologies comme les angines, les phlegmons amygdaliens et certaines pneumopathies.
Dans les méningites purulentes, au niveau de l'étude du liquide céphalorachidien, on retrouve donc un liquide trouble qui est audry avec une hypercellularité, une hyperprotéinorachie élevée, donc supérieure à 0,4 g par litre chez le plus d'un an et supérieure à 1 g par litre chez le moins d'un an, avec l'hypoglycorachie comme on disait. On va avoir présence d'antigènes solubles pour essayer de trouver la bactérie et souvent on a la présence d'un germe au direct ou à la culture. Alors, c'est assez typique, hein, c'est vraiment l'auderie, c'est un peu blanchâtre, c'est très trouble. Et ça, c'est typique. Si vous faites s'il y a une ponction lobaire qui est réalisée devant vous et que le liquide sort comme ça, c'est pas normal. Normalement, il est eau de roche, donc s'il est de cette couleur-là, c'est que vous avez une méningite purulente. Les germes qui provoquent ces méningites purulentes peuvent être, par exemple, le méningocoque, donc qui est un diplocoque à gram négatif, qui est peut-être du sérotype B ou du sérotype C, éventuellement du sérotype WY. Il peut provoquer les purpura fulminans, dont on va parler après. C'est la méningite dont on entend le plus souvent parler parce qu'elle crée des décès très, très précoces et très foudroyants. C'est une maladie à déclaration obligatoire à l'Agence régionale de santé. Je reviens rapidement sur le purpura fulminans. Le purpura fulminans, qu'est-ce que c'est? C'est un purpura qui va être associé, dans la majorité des cas, à une infection invasive à méningocoque ou à pneumocoque, mais préférentiellement à méningocoque. L'administration d'antibiotiques est vraiment une urgence thérapeutique. Pour rappel, le purpura, donc c'est une tache qui ne s'efface pas à la vitropression. Et on parle de purpura fulminans quand il fulgure, c'est-à-dire qu'il flambe en quelques heures. Et nous avons l'apparition de taches nécrotiques, comme on voit là sur la main de ce patient ou sur le pied. L'idée, c'est dès qu'on voit une tache, c'est de l'entourer pour voir la vitesse de propagation. C'est un des signes cliniques. Le premier médecin ou le premier personnel de santé qui voit l'enfant a seul une chance de le sauver puisque il doit être alerté. On peut avoir un patient qui meurt en quelques heures du purpura fulminans. Il faut absolument le traiter rapidement. Fulminans, ça vient de fulgure, la foudre. Donc vous voyez la description de cette maladie qui est vraiment catastrophique sur le plan des séquelles et sur le plan vital. Les autres germes qu'on peut retrouver dans les méningites purulentes sont le pneumocoque, qui donc est un diplocoque gram-positif. Lui, il entraîne aussi une morbidité et assez lourde, hein, notamment en termes de surdité et de séquelles neurologiques. La mortalité est aussi autour de 20%. Il y a une prépondérance chez les enfants entre 6 mois et 1 an, et également chez tous les patients qui ont une asplénie ou une hémoglobinopathie, par exemple les patients avec drépanocytose ou thalassémie. On retrouve également l'Haemophilus influenzae, qui est un bacille gram-négatif qui est beaucoup plus rare depuis l'extension de la vaccination, mais il y en a encore quelques-uns. Donc il faut savoir y penser. En termes de complications immédiates, nous avons d'abord les complications neurologiques dans les méningites bactériennes. Qu'est-ce que les complications neurologiques? Donc c'est l'apparition d'une hypertension intracrânienne aiguë, soit par l'apparition d'un abcès ou d'un empième, soit par simplement de l'œdème cérébral, c'est-à-dire un gonflement du cerveau, de l'eau qui vient se mettre dans les cellules du parenchyme cérébral et qui vont le faire gonfler en réaction à l'agression. On peut également avoir une thrombose veineuse, hein, comme une phlébite au niveau cérébral. Il y a aussi parfois des complications à type d'hydrocéphalie aiguë par obstruction de l'aqueduc de Sylvius qui empêche en fait du coup le liquide cérébrospinal de s'écouler normalement dans les ventricules cérébraux. Et on a aussi également comme complications neurologiques les états de mal convulsifs, épileptiques, qui peuvent découler de l'irritation méningée ou cérébrale. À distance, on va avoir des complications de type auditive, notamment donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les infections à pneumocoque et à hémophilus. Il faut faire un bilan systématique, hein, c'est quand même 40% des cas des patients qui ont eu une méningite à pneumocoque ou à hémophilus qui vont développer une surdité qui aura probablement nécessité d'être appareillée, notamment quand ces méningites apparaissent chez le petit enfant de moins d'1 an. On peut avoir des séquelles motrices avec une monoplégie ou une hémiplégie, hémiparésie séquellaire, des séquelles cognitives avec des troubles de l'apprentissage et éventuellement une épilepsie séquellaire nécessitant un traitement au long cours.
parfois, et heureusement, nous avons des guérisons sans séquelles, mais il faut savoir qu'il y a quand même 60% des cas où nous avons des séquelles. La prise en charge anti-infectieuse des méningites, c'est une antibiothérapie urgente à large spectre initialement, puis ensuite adaptée au germe qui a été retrouvé dans la ponction lombaire. Si on a le moindre doute, on va rajouter un antiviral à type d'acyclovir pour éventuellement traiter une méningite herpétique, on y reviendra après. Et parfois, on peut être amené à faire une ponction lombaire de contrôle 48 heures après, notamment quand il n'y a pas de décroissance de la fièvre ou aggravation neurologique. Qu'est-ce qu'on doit faire en plus de tout ça? On doit limiter l'agression cérébrale surajoutée, c'est-à-dire que le rôle de tout soignant, c'est de positionner le patient dans le calme, de réduire tous les stimuli inutiles afin de ne pas agresser plus le cerveau et de ne pas provoquer plus de risques convulsifs. Il faut utiliser des solutés isotoniques pour maintenir une natrémie entre 138 et 140 milliequivalents par litre. Il faut optimiser l'analgésie et l'antalgie pour que le patient n'ait pas mal, puisque la douleur augmente la pression intracrânienne et donc augmente les risques de séquelles. On peut mettre assez facilement des anticonvulsivants pour éviter les convulsions complexes, lutter contre l'hyperthermie et éventuellement utiliser des corticoïdes dans certains cas, comme l'hémophilus ou le pneumocoque. Un petit mot sur les méningites néonatales. Les méningites néonatales, souvent, ce sont des méningites liées à une bactériémie, c'est-à-dire à une bactérie qui circule dans le sang, qui sont des infections materno-fétales qui peuvent être précoces ou tardives. Donc, on fait une ponction lobaire systématique devant toute bactériémie néonatale et devant tout syndrome infectieux sévère du nouveau-né. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de ponctions lombaires chez les tout-petits. En termes de germes, on va retrouver surtout des streptocoques du groupe B, Streptococcus agalactiae, qui sont vraiment typiques dans les infections materno-fétales, ainsi que l'Escherichia coli, qui est souvent K1, c'est-à-dire qu'il a une toxine qui va générer une inflammation et une destruction du parenchyme cérébral en regard de là où elle va se positionner et qui peut entraîner des séquelles lourdes. C'est important de faire le diagnostic précocement et de mettre le traitement adapté. Ensuite, un petit mot sur les méningites virales. Alors, les plus fréquentes, ce sont les méningites à entérovirus. C'est à peu près 85% des méningites virales. Souvent, c'est chez les petits-enfants de moins d'1 an. Elles sont assez bénignes et il y a peu de complications et on a une résolution spontanée, une guérison spontanée des enfants qui vont être assez ronchons et avec de la fièvre, un peu de somnolence, mais ça va rentrer rapidement dans l'ordre. Ensuite, on a les oreillons qui représentent à peu près 10% des méningites virales dans les populations qui ne sont pas vaccinées. Et puis ensuite, c'est des choses, les arbovirus, c'est vraiment des méningites qu'on retrouve plutôt aux États-Unis. Et en Europe, on va également retrouver de l'herpès virus, les méningites à herpès. Alors, soit HSV2, donc là, c'est les méningites, enfin, c'est l'herpès qu'on peut avoir avec l'herpès labial par exemple, ou alors les autres herpès, HSV1, CMV, HHV6, etc., qui sont plutôt, qui provoquent plutôt des encéphalites dans ce cas-là. On a aussi les méningites à rougeole et à VIH. Alors, pour vous donner une idée des complications neurologiques de la rougeole, vous voyez, ça crée des panencéphalites subaiguës sclérosantes, c'est-à-dire que le cerveau va être ischémié, puis nécrosé, puis s'atrophier en cas de rougeole. Et vous voyez que dans les années 80, quand il n'y avait pas encore une vaccination très importante, on voyait bien que l'incidence de ces panencéphalites subaiguës sclérosantes était quand même très importante. Avec l'apparition du vaccin, on voit qu'elles ont quasiment disparu, même si on revoit une réascension de la rougeole depuis quelques années, puisqu'il y a vraiment une mouvance anti-vax en France, notamment dans les régions de l'Est, à notre grand regret, mais c'est comme ça, et donc on voit réapparaître des panencéphalites subaiguës sclérosantes ou des encéphalites à rougeole. Les méningites virales, ce sont toujours des méningites à liquide clair. C'est un traitement symptomatique essentiellement, sauf l'acyclovir dans le cas d'herpès simplex virus.
C'est les patients qui vont être traités par du calme, du repos et des antalgiques. Alors maintenant, on va parler de prophylaxie primaire. La prophylaxie primaire, c'est quoi? C'est l'ensemble des vaccinations qui vont empêcher d'être atteint d'une méningite bactérienne ou virale et qui va du coup, c'est une vaccination qui va débuter dès l'enfance quand elle est correctement conduite. Par exemple, la vaccination contre le pneumocoque, qui est indiquée par le PNC sur le tableau, se réalise à 2, 4 mois et 11 mois et va permettre donc de protéger l'enfant d'une infection invasive à pneumocoque. Alors il faut savoir que tous les pneumocoques ne sont pas pris en compte dans ce vaccin. Il y a actuellement 13 valences, c'est-à-dire 13 types de pneumocoques qui sont pris en charge dans le Prevnar 13, ce qui est déjà pas mal. Et depuis qu'on a l'existence de ce vaccin à 13 valences, on a une quasi-disparition des infections invasives à pneumocoque, dont les méningites. On a vraiment vu la différence sur les 10 dernières années. Avant, on avait le Prevnar 7 avec 7 valences seulement, et là, on avait quand même un échec de vaccination dans un petit pourcentage de cas, ce qui n'est plus le cas maintenant. Pour les patients immunodéprimés, on a aussi le Pneumo 23 qui est ce coup-ci à 23 valences et donc à une couverture plus grande, mais c'est uniquement pour les patients immunodéprimés. On peut également se faire vacciner contre le méningocoque C à 5 mois et à 12 mois, ainsi que le ROR à l'âge de 1 an, puis avec un rappel à 18 mois. Concernant les populations à risque, c'est-à-dire les patients immunodéprimés, on va pouvoir rajouter des vaccinations à celles qui sont recommandées pour les patients non immunodéprimés. Et notamment, on peut vacciner nos patients contre le méningocoque B. Alors, dans les zones à risque, par exemple en Angleterre ou en Bretagne ou en Normandie, ou alors pour les patients immunodéprimés. Le schéma vaccinal est indiqué sur le tableau, je ne vais pas le détailler, c'est pour que vous ayez l'information. On peut également, en cas de contact avec un patient qui était porteur d'un méningocoque A, C, Y ou W, réaliser une vaccination prophylactique chez les patients à partir de l'âge de 6 semaines. Ou alors en cas d'immunosuppression ou de vie dans un lieu où ils sont particulièrement développés. Concernant la prévention secondaire, on va surtout se focaliser sur le méningocoque parce que c'est celui où il y a plus de choses à faire. Déjà, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est une maladie à déclaration obligatoire au niveau de l'Agence régionale de santé qui va ensuite mener une enquête cas contact pour déterminer donc les personnes qui auraient pu être en contact étroit avec le patient atteint d'infection invasive à méningocoque. Et ces patients, donc cas contact, vont pouvoir bénéficier d'une antibioprophylaxie dans les 48 heures qui suivent le contact avec de la rifampicine ou de la ciprofloxacine. Il faut quand même que le contact soit étroit, moins d'1 mètre pendant plusieurs minutes. Donc ça demande quand même une enquête précise pour ne pas traiter à tort tout le monde. Ce sont des patients que nous allons isoler sur le plan respiratoire puisque le méningocoque se transmet par les gouttelettes et on doit porter un masque en contact du patient pendant les 24 premières heures de sa prise en charge. Pour le méningocoque, il y a des schémas vaccinaux pour les personnes de la famille et les cas contacts proches. Si on a une infection donc à méningocoque B ou A ou C ou Y ou W. Je vous ai mis les recommandations, mais je ne vais pas les détailler particulièrement. Pour le pneumocoque, on va avoir une vaccination des personnes à risque, tous les immunodéprimés, les splénectomisés. Mais par ailleurs, on ne va pas isoler le patient qui est atteint de sa méningite à pneumocoque et il n'y a pas de traitement antibiotique des personnes contacts. Concernant la rougeole, on va réaliser des perfusions d'immunoglobulines si on est chez des enfants de moins d'1 an, donc qui n'ont pas bénéficié d'une première dose vaccinale, et chez la femme enceinte. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, je vous ai mis les références sur lesquelles j'ai travaillé. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail si vous avez besoin et je suis disponible maintenant sur Teams pour tout renseignement complémentaire. Je vous remercie.